Sélectionner une série pour en tirer un dossier est une tâche assez facile en fait, maintenant que j'y ai réfléchi. Se trouve cependant que la plupart des licences qui méritent d'être mentionnées dans ce type de contexte ne cessent d'ajouter de nouveaux épisodes à leur palmarès rutilant. C'est un problème fondamental, le temps qui passe, souvent qui lasse, rend désuets les meilleurs efforts de l'humanité. Or, c'est paradoxal, dans le domaine vidéoludique, une série qui me fascine depuis bien longtemps n'a pas daigné produire un seul nouveau titre en 2 décennies. J'arrondis, on sait jamais, soyons prudents, disons 3 décennies. Salutations aux spectateurs du futur. Dans cet épisode des dossiers de l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique, nous allons causer d'un demain déjà dépassé. Son nom, F-Zero. Mais maintenant, générique. Je me lancerai dans quelques instants dans l'un de ces inventaires insensés dont j'ai le secret. Vous savez, les noms, les dates, les créateurs, parfois même les formats, car sans en avoir l'air, durant cette période, la plateforme donnait ses contours aux titres produits. Comment ? Vous verrez. On devra aussi se fendre d'un paragraphe inutile sur le mode 7 dans quelques instants pour faire semblant d'apprendre aux enfants un fait historique plus ou moins anecdotique. Remarquons en passant que sans en avoir l'air, F-Zero est indéniablement la meilleure série de titres de course dont Nintendo puisse prétendre posséder la licence en termes de conduite pure, s'entend. Personne n'ira prétendre que Mario Kart ne s'écoule pas fort mieux, un peu comme une bonne canalisation, mais tout n'est pas une question de débit. Tenez-le vous pour dit, la qualité compte aussi. Or, ici, elle est au rendez-vous. Entre 1990 et 2004, 7 titres, chiffre biblique de la perfection spirituelle et quelques expansions suffirent à vous offrir un classique incomparable. Un concentré d'évolution des débuts de la perspective forcée de la Super Famicom aux efforts tridimensionnels pato de la Nintendo 64 en passant par la modernité déjà désuète et pourtant parfaite de la version GameCube signée par Sega. C'est aussi une tranche histoire vidéoludique, rien que cette alliance symbolise beaucoup, dont, par ailleurs, l'impuissance d'un constructeur Super Mariolé face aux séries plus sérieuses qu'elle a sacrifiées sur l'autel du tout petit. Tout ça en 24 ans, ce n'est pas rien. Histoire de marquer à quel point l'injustice plane sur cette ère numérique, je soulignerai, comme ça, en passant, que durant le même intervalle, 17 titres Kirby sont sortis. 17. Tous similaires aux précédents. Aucune surprise, si ce n'est qu'un public existe pour ces conneries. Signe s'il en faut que le mépris de Miyamoto pour F-Zero n'a pas cessé de porter atteinte aux chances de revoir le monument de course nintendienne pointer un jour le bout de son museau. Mais ne vous inquiétez pas, Star Fox aura droit à son sempiternel comeback. Ça s'est jamais vendu, ça n'a jamais été bon, mais ça viendra, croyez-moi. Uniquement mes séries sont maudites. Nous en sommes maintenant au stade de la vidéo où je vous dis que la grande valse des chiffres commence. Pas besoin de me remercier pour cet avertissement venu des cieux, il est gracieux. 1990. Année charnière, annuaire, charnier, quelques petits événements, certains sont du domaine de la pécadille, méritent d'être mentionnés pour contextualiser la marche du temps. C'est un temps de réunification, d'abord celle du Yémen, autrefois constitué d'un côté du Yé et de l'autre du Men. Très émouvant. Ailleurs, plus près de chez nous, l'Allemagne aussi se la joue, recoller les morceaux, créant ainsi sans faire exprès les conditions nécessaires à la fin de la civilisation européenne telle qu'elle existait en ligne directe depuis des millénaires. Plus d'informations dans le film d'animation Urotsuki Doji, Legend of the Overfiend. Malgré ces cataclysmes appuyés par la nette entrée du monde civilisé dans une zone de dénatalité dont le niveau médian du mondial ne se remettra pas avant l'invasion d'outre-espace de 2122, les enfants devenus précieux étaient encore choyés. Rien n'était trop beau pour la dernière génération d'humains pleinement libres. J'en veux pour preuve la sortie inespérée d'une console de divertissement nommée, du moins au Japon, la Super Famicom. 2 titres suffiront à convaincre le public nippon des qualités du format futuriste. D'un côté, Super Mario World 2. De l'autre, F-Zero. Le calcul est vite fait, surtout que le 3e titre censé orner les devantures des magasins d'électronique bon marché de l'époque est un obscur puzzle game intitulé Bamboozle. Sauf bien entendu que ce n'est Zal sous-entendu à défaut d'être bon but, hein.
Revenons à nos boutons, F-Zero est une petite révolution. Ce titre, appuyé par une méthode de falsification visuelle du type de défilement qu'un système tridimensionnel pourrait donner à quelqu'un incapable de vraiment percevoir la profondeur, impressionne pas cher les fans de phrases trop longues où retomber sur ses pas devient pour moi élémentaire. En quelques mots, les objets défilent à l'écran et sans être polygonaux donnent pourtant l'impression de se classer dans l'espace par l'utilisation intelligente d'un effet visuel que les Italiens me semblent encore nommer de nos jours la perspective. On appelle ça le mode 7. J'imagine qu'il en existe 6 autres, dur à dire, je suis pas diététicien. Si vous voulez briller en soirée pour vos connaissances éblouissantes du jeu de course le plus esthétique au sens Vaporwave du terme de la console favorite des retraités de demain, il faudra mémoriser 2 noms. Le premier, très cucu, sera celui de Kazunoubu Shimizu. Ce graphiste, passé game designer par la magie des promotions internes de Nintendo, restera dans les esprits émus de tout vidéoludiste pour son travail visuel sur Snoopy Concert ou même Slide Adventure Mag Kid. Niveau design pur, il sera aussi connu pour avoir fourni celui d'un petit titre méconnu qui a posé les bases du taoïsme moderne. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link, ou en français, La Légende de Zelda 2, Simon's Quest. Un titre prestigieux, cela va de soi, qui ne sera qu'un marchepied dans une carrière courte, intense, mais aussi lubrifiée pour le plaisir des dames. Le second, nous opérons ici sur le type de supposition improbable voulant que vous, oui, vous, ayez gardé en tête le fait que 2 noms devaient être mémorisés pour prier en soirée, encore plus hermétique et tac, n'est autre que celui de Takaya Imamura. Signant ici son premier jeu, l'homme se vit offrir un luxe extrême, celui d'une liberté totale en ce qui concerne l'expression virtuelle de ses talents visuels, ce qui vous donne cette étrange tonalité américaine, quoique passée à travers un filtre bien insulaire dont se parle le jeu de course favori des futuristes. De manière étrange, cette synthèse des codes visuels des comics dans un creuset nippon donnera quelques décennies plus tard l'un des classiques absolus de la littérature populaire. Le bien nommé Boku no Hero de Macadamia. C'est l'histoire de divers arachides qui, grâce au galban lycra de leurs pantalons de yoga, se battent contre un méchant bien laid, mais bien laid, hein, genre il a pas de face et tout. Avec un peu de chance, quand cette vidéo sortira, la dernière saison sera sortie, comme ça, paf, vous pourrez aller voir Mob Psycho à la place, juste après nous avoir laissé un pouce vers le haut. Ting! Tiens, j'étais tellement occupé encore une fois, le pouvoir des fessiers, à enchaîner blague facile sur blague perchée que j'ai oublié de mentionner ce qui fait la force d'un titre féroce comme F-Zero, c'est le gameplay, fluide, nerveux, corsé. Le jeu propose un type de comportement sur route aux antipodes des diverses tentatives de simuler, et ça même de manière fantasque, la façon dont un véhicule coule sur l'asphalte un soir d'été. Pari astucieux pour un ludiciel situé dans un futur tellement utopique que la lévitation magnétique est au centre de la propulsion sportive. Son feeling est tel que bien des compagnies ont tenté, sans succès, d'en tirer leur piètre version. Je ne vais pas profiter de cette longue vidéo pour chier à bras raccourcis, métaphore visuelle qui ne fait pas sens, soit dit en passant, sur la série Wipeout, mais quand même, je sais faire la différence entre les deux. Vous vous souvenez de quand Wipeout était fun? Moi aussi, ça s'appelait F-Zero et je toquais. Créer un nouveau type de plaisir, déjà, c'est un effort phénoménal. Lui offrir un monde original dans lequel chacun de ses personnages trouve une place tient presque du miracle. Cimenter ce double effet par l'adjonction d'une bande-son sans égale, c'est un triplé qui fait rentrer, à mon avis, un titre comme celui-ci dans les échelons supérieurs de la génération 16 bits. Oh, et ça aussi, ça s'appelle avoir la classe, c'est le tout premier du genre sorti sur Sous-Famille. Avant ça, ma foi, fallait se contenter de titres super scaler au petit pied comme le pitoyable portage Mega Drive de Super Hang-On. Les journaux d'antan prétendaient que c'était toute l'action de l'arcade chez soi, en mode chihuahua, ou même Super Monaco GP, un titre plus connu pour théoriquement être un jeu de Formule 1, sans s'être offert la moindre licence lui permettant d'aller dans ce sens. Super Monaco, si tu nous regardes, magnifique, n'oublie pas, GP. 2 add-ons pour F-Zero feront leur chemin sur le système Satellaview de la Super Famicom. Vous vous souvenez du bref moment où j'ai mentionné le mode 7, ce fameux moyen mystique d'impressionner la rétine du client dans la direction générale de la sensation d'un défilement ressenti comme volumétrique malgré son aspect bien plat? Super, cette ritournelle va plus ou moins dans le même sens. Au Japon, fameux pays de Tintin et de Spirou, les Japonais, tel est bien le nom du peuple local, pouvaient télécharger par satellite des produits stockés de manière temporaire sur des cartouches vierges. Ce n'est pas sale. Toute l'opération avait lieu via un dispositif Satellaview branché au port d'expansion de la console. Oui, il servait donc à quelque chose, on apprend tous les jours. L'objet offrait un
tout petit peu de RAM supplémentaire et un peu comme le système de disque sans succès de la Nintendo 64, la possibilité d'enregistrer un paquet supplémentaire de données, environ 8 MO. Une étendue d'espace luxueux qui permettra entre autres aux génies du monde entier d'enfin sauvegarder leurs titres maison réalisés sur RPG Maker 2. Oui, cette maladie date aussi du siècle passé. Maintenant que je me suis fendu du petit paragraphe plus ou moins intéressant sur le pourquoi du comment, il est aussi utile de vous mentionner le contenu des 2 add-ons consacrés 7 ans plus tard à F-Zero. Dire sur la série était une préoccupation majeure pour Nintendo. Il aura fallu 7 ans pour que le même titre ressorte 2 fois armé de nouveaux tracés sous l'appellation BS F-Zero Grand Prix. Mais n'oublions pas non plus sa suite, le bien nommé BS F-Zero Grand Prix 2. J'y ai joué dans une autre vie et en vérité, je vous le dis, si vous aimez la série, vous adorerez cette improbable opportunité qui vous est offerte de participer à de nouveaux circuits tirés du meilleur jeu de course de la Super NES. Il ne propose cependant toujours pas de mode multi car vous savez, la beauté du titre empêche ce type de démarche si l'on compte rester en 60 FPS, on voudrait pas tomber dans le cache-misère, comme je sais pas moi, être obligé d'afficher l'action sur la moitié de l'écran. Ne réfléchissez pas au fait que Street Racer permettait pourtant de jouer à 2 simultanément sur le même écran, c'est interdit. 13 mois suffisent dans cette étrange situation pour que la série saute de génération. Le titre précédent était, vous l'aurez mémorisé, l'un des derniers bastions de la Super Famicom, tandis que celui-ci s'inscrit dans la next-gen nintendienne. Certains se souviennent sans doute de la sortie en espalier que le format 64 a subi, les longs mois d'attente, diverses pénuries organisées avec brio pour faire monter fort haut les attentes d'une planète avide de laisser la PlayStation s'installer dans le vide laissé par la compagnie de Kyoto. Passons. Conspué par les crétins passés pro dans l'idiotie lors de sa sortie, F-Zero X représente pourtant l'un des exemples les plus purs de la technologie mise au service du gameplay. Il est inutile à ce stade de vous rappeler ce que la série est censée vous offrir en termes de sensations. Faut que les vaisseaux défilent vite dans des décors hypnotiques avec dans le fond de la musique, mais surtout que ce soit fluide. L'intégralité de l'architecture bizarre du format 64 bits, demandez à votre femme, c'est pas tant que ça, surtout en même temps, sera donc dirigée dans la direction d'une performance non plastique mais bien vidéoludique. Les graphismes sont certes sommaires, c'est volontaire, l'aspect sonore est en effet mono, normal, ça rime avec F-Zero. Le résultat, peut-être bien le meilleur jeu de course pur et dur du format. Je sais que les abonnés au fan club Super Mario auront peur de perdre leur carte de membre en l'admettant, mais il est difficile de faire meilleur sur cette console somme toute avare en jeu de course. Faut-il mentionner la version locale de Racer? Je pense que non. D'ailleurs, passer sous silence Beetle Adventure Racing est un autre cadeau dont la rédaction se charge comme ça, gratuitement, en signe de respect pour l'illustre carrière de Paul McCartney. Vous comprenez? Tant qu'il est question des cornets des patronymes, mentionnons en passant le directeur du titre, Tadashi Sugiyama. Vous ne connaissez pas forcément, chez Nintendo à l'époque, la presse se contentait d'encenser Miyamoto et cela même sur les titres qu'il n'avait que vaguement produits de loin comme ça, une semaine sur 3. Mais il est cependant légendaire à sa propre manière. Autrefois directeur sur The Adventure of Link, ou plus tard sur Mario Kart 64. L'homme commence, comme souvent chez Nintendo, en bossant sur l'aspect graphique des titres, par exemple sur Ice Climber. Son illustre carrière l'amènera cependant aussi à toucher au pseudo-titre conceptuel nintendien de la Wii, dont Wii Fit. Les jeux favoris des gens qui pensent pouvoir perdre du poids sans changer leur régime ou passer par la gym. Et ça rime, quel crime! La vision sugiyamaïenne du concept F-Zero représente à mon sens l'un des sommets ultimes de la compagnie. Peut-on vraiment prétendre que Nintendo ait par la suite réalisé un meilleur gameplay de course? Pas vraiment, même le summum supputé de leurs efforts repose de manière évidente sur ce titre en particulier. Pensez-y, sans F-Zero X, vous n'auriez pas Mario Kart 8 entre les mains depuis 2 générations de consoles afin de pouvoir, encore et toujours, vous payer du DLC. Faut dire qu'à l'époque, attention, transition, si on voulait ajouter du contenu à un titre, c'était compliqué. Nous tombons dans le domaine de la bizarrerie nippone avec F-Zero X.
Expansion Kit, prévu pour le Nintendo 64 DD, un équivalent moderne du Famicom Disk System. Le titre proposait 2 nouvelles coupes réalisées par les créateurs du titre et un éditeur de tracé. Vous pouviez donc créer vos propres parcours dans un moment de créativité débridée qui rapportera plus tard beaucoup d'argent à la compagnie quand l'idée de fournir une version aisée à utiliser des outils disponibles au game designer donnera Super Mario Maker. Il est assez clair qu'à ce stade, l'importance de la série aux yeux de Nintendo est vraiment basse. Plus basse, je le rappelle, que celle de Kirby, preuve s'il en faut que la qualité n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est plaire à Miyamoto et surtout représenter un coin du marché sur lequel aucune de ces séries à lui ne peut prétendre avoir une forme d'emprise. Nous retrouvons les horizons de la course futuriste dans F-Zero Maximum Velocity. C'est une cité et là le maximum de vélos, cherchez pas à comprendre. Tout ceci sort de l'escarcelle sans sel de ND Cube, une compagnie externe à ces termes dont ceci représente sans doute le moins mauvais titre. C'est pourtant ainsi que la série sera amenée sur GBA. Voyez le résultat, un brin plus laid que l'original, doté d'une version fonctionnelle du gameplay d'antan. Si l'on devait tirer un verdict liminal, loin d'être génial, loin d'être honteux, disons qu'il existe un état des choses qui fait fort défaut à F-Zero de nos jours. Attention, nous approchons des derniers instants de la série. Vous serez surpris de constater que ce dernier qualité nous amène 4 titres, oui 4, en l'espace de 2 ans. Si vous me demandez mon avis, c'est ainsi qu'on tue une série, en la laissant flotter en suspens durant une décennie, pour ensuite la ramener par le biais d'un produit dérivé réalisé par un studio 3e rang avant de lui donner un soi-disant coup de fouet divisant en 3 son public potentiel. Si ça c'est pas cruel, monsieur Miyamoto, c'est très cruel même. Par chance, ce dernier barou sera sans doute le sommet qualitatif de la série. J'ai nommé F-Zero GX. Réalisé par Amusement Vision, une division de Sega appelée à devenir par la suite le Ryoga Gotoku Studio sous l'impulsion du très remasterisé Nagoshi, il était censé marquer le début d'une alliance sacrée entre les 2 compagnies autrefois ennemies. Elle ne durera pas, et ça même si quelques titres d'exception en sortiront bien entendu. 2 en fait, maintenant que j'y pense posément. Le premier n'est autre que Super Monkey Ball, une charmante fable moraliste détaillant avec précision les rouages les plus microscopiques du processus électoral mondial. Le second, vous l'aurez compris, c'est GX. Dire que le titre est un classique ne serait pas totalement une insulte au canon majeur de l'art antique. Il ose effectuer ce que peu de suites peuvent se permettre de faire à notre époque calcifiée jusqu'aux artères. Revenir aux sources, redéfinir le concept, se concentrer sur l'équilibre entre gameplay et aspect visuel, puis augmenter la difficulté pour permettre aux puristes d'en profiter sur la durée. Pris en main, ce n'est pas sale. Le jeu offre une expérience qu'aucune de ses suites spirituelles n'est arrivée à égaler, mais surtout supérieure à ses prédécesseurs. C'est un produit fin, racé, réalisé avec un sens inné du type de plaisir de conduite qu'un vaisseau de ce type est censé procurer, une sublimation même de ce que F-Zero pourrait et devait être. On est loin de la mer de repos pâteuse Wipeout et son système de répartition des masses soi-disant inspiré de la Formule 1, très loin. Chaque courbe est une joie, chaque péril un plaisir. Mais surtout, on y trouve un équilibre parfait entre difficulté d'apprentissage et joie du triomphe qui s'échappe de chaque tracé. Dire qu'il aura fallu un épisode produit par un vétéran de l'arcade made in Sega pour enfin tirer la quintessence du concept ne me surprend d'ailleurs pas tant que ça. Ils vous ont même laissé la latitude de créer votre propre bolide, sacré japonais. Qu'inventeront-ils ensuite? Rien, vous me dites, à cause de la dénatalité, c'est vrai, mais on n'est pas censé l'admettre, surtout pas sur Internet. Pour l'anecdote, le directeur du titre, Hiroyuki Sakamoto, signe ici son seul jeu de course. Après tout, quand on a ainsi contribué à un titre parfait, pourquoi ne pas se retirer invaincu de la spécialité? Même maintenant, qui dit Sega dit arcade. Le constructeur est l'un des rares à produire encore et toujours quelques produits susceptibles d'être exploités sur ce marché en mauvaise santé. L'idée de tirer de la synergie des 2 compagnies, une version de ce type fait sens sur papier. Pour ce que j'en comprends, elle est d'autant plus plaisante dans la réalité. Mais vu que je vis dans un pays du tiers-monde, il m'est impossible de ne serait-ce que faire semblant d'avoir joué à cette borne magique nommée F-Zero AX. Cela va de soi, on m'en dit beaucoup de bien pourtant. Nous tombons à nouveau dans l'anecdote pure et dure, et ça même si elle n'est pourtant pas dépourvue d'intérêt. F-Zero GP Legend est l'adaptation d'un mauvais animé sorti pour tenter de booster le profil de la série. Une partie de moi pense que Nintendo pensait pouvoir faire pour cette licence ce que l'adaptation plus ou moins télévisuelle de Kirby avait fait pour celle-ci. Pas de chance. Vu de loin, ça semblerait presque accidentel, la série F-Zero était absolument abominable en termes d'animation. Ce qui semble assez essentiel pour un concept où divers personnages au design iconique pilotent des trucs censés bouger fort vite, enfin. Soit. Aux commandes de la série, nous retrouvons cette fois-ci Suzak Inc. Oui, Suzak Inc. Une
compagnie, plus connue pour le profil diminutif de ses productions basées sur les licences des autres. Il n'est pas impossible que leur titre le plus connu soit Wario, Master of Disguise sur Nintendo DS. Vous n'en avez jamais entendu parler? Ça devrait vous donner une vague idée. Pour retomber brièvement et pas trop fort sur GP Legend, le titre est plutôt joli et vu que sa liste d'impératifs nécessite à peine d'égaler le gameplay du premier F-Zero, que dire si ce n'est pari réussi? Je fais en effet le mouvement guillemet de mes doigts. Une suite spirituelle qui n'est cependant cette fois-ci pas salie par la petit sous-titre peu inspiré de F-Zero Climax. Faut croire que c'en était pas un. Les critiques dithyrambiques annoncent un niveau de difficulté trop bas permettant de terminer le titre en une bonne vingtaine de minutes. C'est une autre vision du speedrun, j'imagine. Et c'est ainsi, messieurs, qu'est morte la meilleure série de jeux de course au monde de l'univers, la seule à ne pas être livrée aux vicissitudes de la réalité automobile. Elle est morte aux mains d'une compagnie de 3e rang sur un titre indigne de porter son nom, si ça c'est pas une leçon. Comme d'habitude, je vous enjoins de vous abonner pour voir plus de vidéos plus ou moins comme celle-ci. Je doute qu'elle soit sur F-Zero, ceci dit, ce serait difficile. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans mon cul.